Un jour, 10 minutes après le début d'une expérience dans mon laboratoire, mon poisson a perdu un œil. Ouais. Avec d'autres animaux, avec les rongeurs, les poissons sont ceux qui sont les plus fréquemment utilisés dans la recherche biomédicale. Mais ce genre d'événement est absolument rarissime. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut imaginer un poisson de 50 cm, rouge et blanc, qui sillonne un grand aquarium de 3000 litres. Je m'intéresse à l'apprentissage chez les poissons. C'est du moins ce que je vous ai dit. C'est ce qu'il y avait écrit sur la petite annonce à laquelle vous avez répondu. Votre travail est le suivant. Chaque fois que le poisson passe dans un cadre orange, vous devez le noter. C'est la consigne. Je vous ai expliqué qu'il a été conditionné lorsqu'une lumière verte s'allume, lorsque des bulles remontent du fond de l'aquarium, il est censé se diriger plus fréquemment vers la partie cible, ce périmètre orange. Là, on le voit, là, on ne le voit plus. On le voit, on ne le voit plus. C'est un jeu d'enfant. Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est que vous devez injecter un produit nocif dans l'aquarium. Ce produit, c'est un neurostimulant, le pyracétame, qui est censé intensifier l'apprentissage. Le problème, c'est qu'il est toxique. Vous ne le savez pas encore, mais l'animal qui m'intéresse n'a pas de nageoire, il n'a pas de branchies, il est assis devant un grand aquarium, et c'est vous. Il y a 3 ans, j'ai voulu lancer un nouveau programme de recherche. Je voulais comprendre comment ce qui se passe dans la tête de personnes à qui l'on ordonne de blesser, de faire souffrir et de tuer un animal pour la science. Comment nous, êtres très sensibles, dotés de capacités empathiques très développées, faisons-nous pour objectiver, réifier, chosifier un être vivant? J'ai construit un protocole inspiré des travaux de Stanley Milgram, un chercheur américain qui, durant les années 60, à Yale, aux États-Unis, s'est intéressé à la soumission à l'autorité. Milgram a recruté dans son laboratoire 1 millier de personnes qui devaient administrer des électrochocs à une victime non consentante. En réalité, un acteur. Dans mon étude, la victime, ce serait un animal marin, un poisson. 750 personnes ont participé à l'étude. Imaginez-vous à leur place. Vous êtes devant une console avec 12 boutons et vous devez appuyer sur les 12 boutons l'un après l'autre. Chaque bouton rapproche le poisson d'une mort certaine. Le 12e bouton est mentionné risque de mort 100%. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que vous entendez le feedback cardiaque du poisson. Devant vous, l'électrocardiogramme part en vrille. Les bips sonores qui traduisent l'activité cardiaque sont de plus en plus inquiétants, de plus en plus erratiques. Vous aimeriez arrêter, mais quelqu'un près de vous vous dit « il faut continuer ». Un chercheur vous incite à poursuivre le protocole. Voici une illustration vidéo du protocole, très rapidement. Après l'expérience, tous les participants ont été débriefés et ils ont eu l'occasion de raconter ce qui s'était passé. Leurs réactions ont été très variables, vous allez voir. J'ai senti que le poisson santé était dans la douleur. Plus ça allait et plus je me trouvais méchante en fait.
Et en empathie avec le poisson. C'est dur de se dire qu'on va le faire crever, quoi. C'est l'observer dépérir et voir mourir, c'est contre mes convictions. Sensible, ça veut dire que ça me fait chier de faire souffrir quelqu'un ou un animal. Je trouve que c'est violent, cette seringue. J'aurais pu, mais ça irait contre mes idéaux, donc j'ai pas envie. Tu dis, je suis en train de tuer un poisson. Et en même temps, ouais, c'est un petit pouvoir. Je me sens vraiment coupable d'avoir... Enfin, moi, mon cœur battait de plus en plus vite, et au fur et à mesure que j'entendais son cœur battre de plus en plus vite, quoi. Ouais, on se croisait dans une salle de torture, quoi. On voit qu'il ressentait des choses. Ouais, j'avais un peu la compassion, je sais pas, j'étais pas bien. Je me suis pas sentie très bien, quoi. Pas très fière. C'est vrai que le poisson, c'est du poisson. Hein. J'aime pas faire des expériences sur les animaux, je trouve pas ça normal. Déjà d'une, ça m'a stressé. J'ai cru que j'allais arrêter à 50%, je me suis dit bon. Comme si j'étais à sa place, oui. Je suis étonnée de moi-même. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'appuyais sur un bouton, je tuais un peu plus ce poisson. C'est un animal que je pourrais manger, donc... Un animal que je pourrais manger. Alors, je ne conseillerais pas à cette personne de ramasser le poisson mort dans l'aquarium, de le glisser dans un sac isotherme, de rentrer chez elle avec le poisson, de le poser sur la table de la cuisine, d'y ajouter un trait de blanc, un peu d'huile, du citron et des herbes, et de le mettre au four thermostat 7. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, les produits marins sont problématiques. On nous dit qu'il y a des métaux lourds, du zinc, du cadmium, du cuivre, du nickel dans les animaux marins. Et je dois vous dire que mon poisson avait le ventre littéralement bourré d'électronique, des moteurs, des capteurs, une batterie pour pouvoir sillonner l'aquarium pendant des heures en évitant tous les obstacles. Il était recouvert d'une matière formidablement souple et ferme, dont certains humains se font implanter des bouts pour pouvoir produire une meilleure impression plastique, du silicone. C'était un poisson robot, et voici sa peau. Un robot, mais vous ne le saviez pas. Seulement 15% des participants ont vu anguille sous roche. La plupart ont mordu à l'hameçon. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre justement comment un être vivant va mettre en jeu son empathie face à un autre vivant qu'il doit sacrifier pour la recherche. L'empathie, c'est une disposition humaine fondamentale qui nous permet de comprendre et de ressentir les états mentaux d'autrui. Elle nous amène parfois à apporter de l'aide, parfois à inhiber des comportements parce que nous savons qu'ils blessent les autres. Mais le problème de l'empathie, c'est qu'elle est sélective, elle est très limitée. Elle s'applique souvent à des autres nous-mêmes. Les animaux sont du mauvais côté de la barrière. On les a mis dans une sorte de bulle contenant près de 9 millions d'espèces que nous opposons à l'humanité avec un grand H. Nous avons créé une césure métaphysique entre eux et nous. Et cette césure nous empêche très souvent d'éprouver de l'empathie pour eux. Nous sommes l'espèce animale qui est fière de se voir comme une espèce non animale. Alors, pour les animaux, s'ils nous ressemblent un peu, c'est plus facile. Avoir deux pattes, c'est une bénédiction, comme cet homme de Vitruve, dessiné par Léonard de Vinci. En avoir quatre est une imperfection. En avoir plus de quatre est une aberration. Et ne pas en avoir, c'est une malédiction. En tout cas pour les poissons. Dans leur monde liquide, éloigné, avec leurs yeux plats, leur corps visqueux, ces poissons méritent-ils notre empathie? Ces poissons si loin. Alors, pour comprendre l'empathie que nous avons pour les animaux, il y a trois grandes dimensions importantes. La première, c'est une dimension zoologique, c'est-à-dire la distance évolutionnaire entre eux et nous. Des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle ont construit une carte d'évocation empathique pour les animaux. Ils ont présenté à des participants des photos de différentes espèces très diverses, par exemple un hippopotame, un hippocampe, un orignal, un ornithorynque, un pingouin, une fourmi.
et les participants devaient tout simplement dire pour quelle espèce ils éprouvaient plus d'émotions et pour quelle espèce ils feraient le choix s'il fallait en sauver qu'une. Les résultats ont montré que plus le moment de coupure évolutionnaire était éloigné, plus l'empathie éprouvée pour les animaux était faible. Une autre étude a consisté à présenter à des participants des scènes de maltraitance animale filmées. Par exemple, une scène où un primate, un faisan ou un crapaud était maltraité et à mesurer le stress des humains qui voyaient ces scènes à partir de capteurs physiologiques mesurant un indice de stress, la sudation. Les résultats ont montré que plus l'espèce animale était proche de nous, plus le stress était important. Le second facteur qui explique nos comportements avec les animaux, c'est le facteur culturel. Nous avons assigné aux animaux les places les plus variables, du piédestal à la niche ou à l'assiette. Prenons l'exemple du chat. Incarnation de la déesse Bastet, il a fait l'objet d'un culte durant des siècles en Égypte ancienne. Lorsque dans la famille le chat mourait, on se rasait les sourcils chez les Égyptiens. Et puis, on a également, durant le Moyen-Âge, en France, durant nos fêtes, nous avons brûlé vivants des chats. On a fait le commerce de leur pelage jusqu'au XIXe siècle, et ce n'est qu'en 2020 que la Chine a retiré le chat des animaux comestibles. Aujourd'hui, en France, le chiffre d'affaires des aliments pour chats est de plus d'1 milliard d'euros. Vous voyez toute cette trajectoire de perception et de comportement avec les chats. Et puis, le troisième facteur, c'est le facteur individuel. Nous sommes très différents les uns des autres selon notre histoire, notre personnalité par rapport aux animaux. Par exemple, les femmes sont 39 fois moins enclines que les hommes à battre gravement des animaux. Il y a également d'autres facteurs, je vais y revenir, mais d'abord, revenons à l'expérience. Imaginez que vous avez participé. À votre avis, jusqu'où iriez-vous personnellement ? Difficile à dire. Lorsque j'ai demandé à 1600 personnes extérieures à l'étude de se prononcer, en moyenne, les gens étaient très peu nombreux à penser qu'ils iraient jusqu'au bout. Seulement 12% ont affirmé qu'ils tueraient le poisson. 4 fois moins que les résultats observés, 53%. 20% ont refusé de commencer et tous les autres sont distribués entre ces deux pôles. Parmi ceux qui ont refusé de tuer le poisson, ou qui se sont arrêtés plus tôt, il y avait plus de femmes qui se sont arrêtées plus tôt, moins d'omnivores, et des personnes qui avaient une tendance à créer une césure moins importante entre les animaux et les humains. Cela s'arrêtait plus tôt également. Il y a eu également des études qui ont consisté à mesurer chez les animaux, en tout cas chez les humains, leur perception des capacités cognitives et intellectuelles des animaux en fonction de comportements qu'ils venaient de réaliser. Par exemple, une étude australienne a consisté à faire consommer à des participants soit des morceaux de bœuf séché, soit des noix de cajou. Et ensuite, les participants devaient évaluer les capacités cognitives et émotionnelles et sensitives des animaux et également se prononcer sur la considération morale qu'ils voulaient leur attribuer. Les résultats ont montré qu'après avoir consommé du bœuf séché, les participants avaient tendance à minorer les capacités sensorielles de la vache et à déprécier son inclusion morale. Alors, dans l'expérience, nous avons vu que les participants étaient nombreux, 53% à aller jusqu'au bout, et ces résultats sont modulés par des traits individuels, des personnes qui avaient un niveau élevé à une échelle d'empathie proposée aux participants avant l'étude. Par exemple, un de ces items mesure l'empathie émotionnelle, réactive, allait en moyenne moins loin durant le protocole. De même, des personnes qui adhéraient à une vision égalitariste de la société allaient aussi moins loin, comme si finalement ces capacités sociales étaient présentes dans le monde humain, finalement s'appliquaient également dans nos relations avec les animaux. Une question reste encore en suspens concernant l'explication de la soumission à l'autorité face à l'expérimentation animale. Pour Milgram, le chercheur de Yale qui a créé ces recherches sur la soumission à l'autorité, l'individu finalement renonce à sa responsabilité et se transforme en une sorte de robot, d'exécutant qui finalement fait ce qu'on lui dit de faire.
Mon hypothèse, c'est que ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire, les gens obéissent parce qu'ils ont en perspective des idées qu'ils chérissent, des normes culturelles ou des valeurs qui sont importantes. Bien sûr, ils obéissent par l'effet des circonstances, mais les buts de la situation comptent beaucoup. Donc j'ai testé cette idée en amenant 50% des participants à rédiger un essai dans lequel ils devaient trouver des arguments favorables à la science. En quoi ils se sentaient proches des scientifiques, pourquoi la science est importante. Et à 50% des participants, je leur ai demandé de faire un essai plus critique vis-à-vis de la science, en quoi elle peut poser problème. Et j'ai montré que les participants qui avaient été amorcés dans une perspective pro-scientifique avaient davantage tendance à sacrifier le poisson. Il y a quelques minutes, je vous parlais de ces yeux, de cet œil qui est tombé du poisson durant l'expérience. Maintenant, vous le savez, c'était un œil de verre, un œil de taxidermiste. Mais la participante qui l'a vu tomber par accident, eh bien, ne s'est pas arrêtée pour autant. Elle a simplement dit « Mais que ce produit est toxique !» Et ce qui est très touchant, je trouve, c'est que d'autres participants, au contraire, voyant le poisson dans son aquarium, en train de se faire empoisonner, eh bien, ont regardé ses yeux. Et c'est à cause de cela qu'ils sont arrêtés d'injecter le produit. En croisant son regard, on a vraiment l'impression d'avoir une conscience en face, en fait, et de voir le... Je sais pas, il y a une espèce de lien qui se crée, en fait, où quelque part, presque, on se met à sa place. Les yeux du poisson. Oui. Je sais pas, ça m'a touché. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose dans ses yeux. Comme un regard affolé, un peu à chercher... Bête parce qu'il avait les yeux tout écarquillés. Je sens qu'il me regardait de plus en plus désespérément. Si un jour, devant vous, vous voyez un œil qui tombe, vous saurez qu'il y a peut-être une vie en jeu. Quoi qu'il en soit, concernant la considération pour les animaux, quel que soit leur nombre de pattes, ce qui compte le plus, ce n'est peut-être pas leurs yeux, mais nos yeux. Que voyons-nous dans les yeux des animaux? Ou peut-être, qui voyons-nous? C'est ce que m'a appris mon poisson en plastique et en électronique. En tout cas, je dois maintenant vous rendre vos yeux et vos oreilles. Merci pour votre écoute.